Nous sommes en 925 et l'homme que vous allez voir sur cette image se prénomme Æthelstan. Æthelstan est considéré par les historiens britanniques comme le premier roi d'Angleterre. Il règne sur le royaume de Mercie, grosso modo situé au centre de l'Angleterre. Il reçoit à sa cour beaucoup de vassaux et d'autres rois, comme notamment le roi du Pays de Galles. Il a aussi des échanges avec l'Irlande. Et il a aussi des problèmes avec les Vikings. Il a conscience d'un rôle important à jouer dans les concerts des nations de cette Europe du Moyen-Âge. Alors il reçoit des souverains, et notamment deux super puissants en devenir, que sont Alain Barbetorte de Bretagne et Louis d'Outre-mer, futur roi Louis de France. Æthelstan va jouer de toute façon un rôle déterminant dans la suite des événements pour la Bretagne et pour la Francie occidentale. Alain Barbetorte, même s'il se plaît à la cour du roi Æthelstan, se languit de la Bretagne. Et les événements vont lui donner l'occasion de revenir. En 919, le chef viking Rollon assiège Nantes et la possède. Du coup, il va en faire une principauté. Les Vikings, de toute façon, règnent sur la Bretagne, qui n'a plus d'élite ni droit pour la défendre. Les Vikings connaissent forcément très bien le système politique, géopolitique de leur moment. Ils ne s'implantent jamais par hasard, ils n'arrivent jamais complètement au petit bonheur la chance. S'ils le font, c'est parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Et surtout, détail important, qu'on sait de plus en plus, notamment par la génétique, c'est que les Vikings ne sont pas forcément scandinaves. Je le rappelle, les Vikings, c'est une fonction. Ils sont implantés en Irlande, en Écosse et partout depuis des décennies. Les Vikings des première, deuxième, surtout deuxième et troisième génération sont déjà des gens qui se sont mélangés en fait avec des populations de l'époque et ce sont déjà plus des scandinavo-scandinaves, ce sont des sangs mêlés avec toutes les populations de cette époque-là. Donc on a aussi bien des Irlandais, des Anglais, des Cornouaillais, là où tous les Vikings sont allés, ce qui est logique. Et on a certainement, et d'ailleurs on le voit dans l'histoire, puisqu'il y a des alliances qui se font entre Bretons et Vikings très régulièrement, c'est certainement des Vikings tels qu'on a pu les voir, qui se sont installés à Nantes ou en Bretagne, et ben, étaient peut-être même tout simplement des Bretons, tout simplement même peut-être des nobles qui se sont associés en fait aux Vikings pour pouvoir régner plus facilement, là dont l'histoire n'a pas gardé de traces ni de nom, parce que ce sont, je le rappelle, les moines qui écrivent à ce moment-là, et les moines, avec l'implantation viking de la première moitié du Xe siècle, ont déserté l'Armorique. En 921, c'est un certain comte Robert, qui est le frère de Eudes et le fils de Robert le Fort, qui va attaquer les Vikings. Ça va donner l'envie aux élites de revenir, dont Alain Barbetorte. Il s'installe pendant 4 ans, car finalement, la tentative de Robert va échouer. Et les élites bretonnes vont devoir repartir en Angleterre en 931. Cela va donner aussi un autre signal, puisque la population bretonne de Cornouailles va se soulever contre les chefs vikings. Alors effectivement, les premières révoltes arrivent en Cornouailles. Le peuple éreinté, ne supportant plus les Vikings, finit par se révolter et ses troupes vont être littéralement massacrées par la révolte qui va contre l'occupant. Et donc, soutenu par Guillaume Longue-Épée, Icône et les Vikings vont reprendre un peu du poil de la bête et vont chercher à s'imposer. Et c'est là que va intervenir un autre personnage. C'est un ecclésiastique, Jean de Landévennec. Jean de Landévennec a fui l'abbaye sous les assauts des Vikings. Et il décide de revenir en 935. Et arrivé à Landévennec, il s'aperçoit que sur Crozon, on mène la vie dure aux Vikings. Il y a notamment 2 chefs qui mènent des raids successifs contre les Vikings.
que fait Jean de Landévennec? Il monte d'abord une ambassade pour aller rendre compte de cet état des lieux à Alain Barbetorte, puis il monte une armée, un petit peu comme ces marins qui, à l'appel de De Gaulle, sont partis en Angleterre. Et bien là, avant l'heure, donc il y a des Bretons partis en Angleterre, rejoindre les forces d'Alain Barbetorte et prêter main forte à l'armée de Barbetorte constituée en Angleterre avec en partie des soldats anglais et peut-être même des soldats francs. Dans ce système de pillage, dans ce système de coups de main sur les côtes bretonnes, il est évident que les Vikings ne vont pas prendre du temps à fabriquer une forteresse ou à fabriquer un habitat. Ils vont tout simplement faire comme les coucous, ils vont se mettre là où ça existe déjà. La société bretonne du Haut-Moyen-Âge est une société structurée, il y a déjà beaucoup de bâtiments, beaucoup de lieux, etc. Nul besoin d'en fabriquer des nouveaux, en fait. On le voit dans un lieu qui est le camp de Péran, à côté de Plédran, à côté de Saint-Brieuc, où une forteresse, qui est probablement une forteresse de l'époque carolingienne, où on va retrouver des artefacts en fait qui sont probablement scandinaves. Mais si les Vikings, c'était bien eux qui ont amené ces artefacts à cet endroit-là, eh bien, c'est certainement pas eux qui ont construit en fait cette forteresse. Ils deviennent un danger en fait parce que tout le commerce qu'ils font est un commerce qu'ils ne font pas les élites bretonnes, c'est de l'argent qui ne leur arrive plus dans leur poche à eux, donc ils deviennent là pour le coup en effet un ennemi dangereux, puisqu'un ennemi militaire et économique. Donc les élites bretonnes, oui, vont commencer à travailler là-dessus. Alors arrivé à la cour du roi Æthelstan en Angleterre, l'abbé Jean ne manque pas de faire son rapport, bien sûr. Il donne le pouls de la population à Alain Barbetorte, qui connaît bien la situation, car il semble qu'il aurait prêté main forte au coup de main des Cornouaillais contre les Vikings, le jour de la Saint-Michel d'ailleurs. C'est ce qui aurait valu son expulsion de Bretagne par Guillaume Ier de Normandie en 931. Donc Alain Barbetorte connaît bien la situation, mais motivé par cet apport nouveau de troupes et par sûrement la ferveur de Jean de Landévennec, Alain Barbetorte va prendre la grave décision, celle de monter l'opération. On met du temps à affréter les navires. Et puis, un beau jour de 936, les nefs vont prendre la mer et traverser la Manche. Et pour Alain Barbetorte, les Bretons, les Anglais et les Francs qui constituent cette armée, c'est quitte ou double. Et Alain Barbetorte va réussir son opération. À partir du moment où Alain Barbetorte va revenir d'Angleterre et va organiser la révolte pour monter une armée contre les Vikings, il va y avoir un certain nombre de grandes batailles où les Vikings vont reculer. Il va y avoir la bataille de Plouriveau, la bataille de Dol de Bretagne, et également on finira par la fameuse bataille du camp de Trans, qui verra le départ définitif des Vikings. Alain Barbetorte va vouloir reprendre en fait ces terres, là encore des enjeux de pouvoir. Donc pour ça, il va être obligé de décapiter en fait ce qui est l'organisation scandinave qui s'est installée là depuis quelques décennies. C'est plutôt l'est de la Bretagne quand même qui est concerné par la problématique viking, puisque si on en croit le périple de Alain Barbetorte en Bretagne, on est plutôt sur la Haute-Bretagne que sur la Basse, et donc de là, enfin on va dire de Saint-Brieuc jusqu'à Nantes, et Nantes-Dol, c'est ce triangle-là sur lequel l'influence viking est la plus forte. Ce qui est logique, là encore, regardez les entrées fluviales de la Bretagne, ça paraît tout à fait logique. On rentre en Bretagne par ces aspects-là. Et puis la Loire, de toute façon, qui reste le fleuve maître non seulement de la Bretagne, mais de toute la France. Qui détient la Loire, détient tout l'arrière-pays français. Et donc c'est pour ça qu'il va foncer sur Nantes, voilà, toujours le même lieu de pouvoir. Et en désorganisant les Scandinaves à cet endroit-là, ça va faire un effet domino qui va complètement désorganiser le reste. Après, les Scandinaves n'auront pas la puissance
surtout militaire en fait, de pouvoir s'installer là durablement par rapport au maillage breton qui va se remettre en place très facilement, qui à mon sens n'a pas complètement disparu.